Bonjour à tous et bienvenue en ce 8 mai sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Il paraît qu'il n'existe pas de hasard, mais seulement des rendez-vous. Le Paris Saint-Germain n'aurait donc que ce qu'il mérite. C'est une façon de voir le football. J'observe que Paris a frappé 2 fois sur les poteaux ronds au match aller et qu'il a touché hier soir à 4 reprises les poteaux toujours ronds du Parc des Princes. La chance existe. Le football échappe à la raison. Et comme les résultats dictent les commentaires, j'entends ce matin des conclusions définitives sur le Paris Saint-Germain quand je sais qu'à 2 cm près, le sort de la rencontre eût basculé différemment. Il n'empêche, Kylian Mbappé avait piscine, à l'aller comme au retour, Luis Enrique a joué au tableau noir et surtout, Gianluigi Donnarumma a confirmé ce que je pensais de lui. Il ne sauve jamais rien. Le but à Dortmund est pour lui, le but hier soir est encore pour lui, selon la règle que tout ce qui tombe dans les 6 mètres est pour le gardien de but. Il doit tout faire valdinguer. Il n'existe pas de grandes équipes sans grand gardien de but décisif. C'est un axiome du jeu. Pour avoir oublié cette donnée élémentaire, le Paris Saint-Germain est dehors. Et ça, hélas, ce n'est pas le hasard. Il est 9h, Chana Lousteau. Non, mais pas vous. Si. Non, pas vous sur le foot. Mais attendez, Dominique. Vous ne savez absolument pas ce que je veux dire. Oui, mais j'ai un témoignage. Oui. Bon. Et vous avez joué, vous ne savez pas que le ballon est rond. Ce matin, j'étais dans un bar où j'ai pris un café. Oui. Eh bien, j'aime mieux vous dire que les gens, ils étaient très en colère. Oui, ils ont licencié Enrique. Oui. Ils ont conspué le gardien de but. Oui. Et ils ont sévèrement jugé Mbappé. Oui, bah c'est ce que j'ai dit, bien sûr, mais c'est normal. C'est un témoignage. Mais bien que je ne sache pas en effet si c'est rond ou ovale, vous avez raison. Oui. Que vous fassiez du grand reportage à 8h du matin dans les bars, j'en suis content. Et vous avez raison. Mais vous avez raison, cher Dominique, en plus. Vous avez raison, mais les gens, c'est normal. Dominique, est-ce que quelqu'un a demandé de licencier la chance dans ce café? Non, je crois pas. Mais c'est pas la chance, c'est le football en lui-même. Vous ne comprenez pas ce qu'est le football. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 10 ans qu'ils échouent. Bon, allez, on va passer à autre chose. Le foot, c'est ça. Il y a une part d'irrationnel qu'il n'y a pas dans les autres sports. Il n'y a pas ça au rugby, il n'y a pas ça au basket, il n'y a pas ça au tennis. Cette défaite est rationnelle. Ah, vous me fatiguez. Allez, retour. Mais elle est rationnelle avec Donnarumma. Il y avait plus de passion ce matin au bar que pour Gaza. C'est un autre débat. Pour le match. Emmanuel Macron. Moi, ça m'intéresse, ça me passionne parce qu'Emmanuel Macron a plutôt raison. De pointer la responsabilité des pères et surtout le devoir des pères. Et moi, je cite toujours le même exemple. Les pères ont des droits dans un divorce, ils n'ont aucun devoir. Exemple, ils ont le droit chaque semaine ou tous les 15 jours de voir leurs enfants, mais si le vendredi à 17h, ils prennent leur téléphone et ils disent « je ne prends pas les enfants ce week-end », à ce moment-là, la mère, qui avait peut-être prévu de faire autre chose, de faire... mener sa vie. Bon, voilà, de mener sa vie. Elle ne peut rien faire. Le père a tous les droits, et surtout celui de ne pas prendre les enfants. Donc, je trouve que Emmanuel Macron a raison de dire ce qu'il a dit. Il y a bien pire que ça. Il y a les pères qui sont absents tout à l'heure. Alors ça, c'est encore autre chose, et c'est ce dont on va parler. Écoutons-le avec cette séquence qui est diffusée par le magazine Elle, et qui nous permet d'ouvrir le débat. Emmanuel Macron. Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat, qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité et un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Bon, d'abord, il a parfaitement raison. Alors après, est-ce que c'est à lui de le dire ou pas? Le débat, on va pouvoir l'avoir. Surtout. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Ça, c'est encore un autre débat. Abandonne sa famille, par définition, c'est que c'est pas un humain tout à fait remarquable. Donc, est-ce que c'est utile de l'avoir aux côtés des enfants? Et pourquoi il dit ça? C'est en réaction évidemment aux émeutes. Je rappelle que pour les mineurs pris dans les émeutes, 60% de ces mineurs étaient dans une famille monoparentale. Il faut peut-être changer la loi. Ça peut être efficace si tu changes la loi. Quand un père prend les enfants, ou il a le droit de prendre les enfants, peut-être qu'il faut lui dire qu'il doit les prendre en fait. Non, mais ça peut-être. Oui, mais si c'est... Ça part d'un bon sentiment.
c'est évident. C'est complètement irréaliste. Voilà. Si un père abandonne ses enfants s'il n'a pas envie de les voir, c'est pas en le rappelant au devoir de visite qu'il va changer de personnalité, d'âge, de nature et de caractère. À un moment donné, il peut y avoir des sanctions financières quand même. Vous êtes vraiment vous êtes extraordinaire quand même. Que voulez-vous dire? Et écoutez, donc faut rien faire en rien, quoi. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est irréaliste. Bon. C'est pas vrai. Il va pas rendre des pères responsables s'ils ne le sont pas. S'ils n'ont pas envie de voir leurs enfants, c'est pas en disant vous devriez les voir que ça va changer les choses. Alors sauf s'il fait. Laurence Ferrari qui nous écoute me dit parfois les pères sont tellement toxiques qu'il vaut mieux qu'ils ne voient pas leur enfant. Bah oui. Elle parle dehors, Laurence, comme d'habitude. Bon. Allez chez elle à 16h et puis vous reviendrez demain. Non, mais si on elle commence à 17h, pas à 16h. À 16h, c'est Nelly. Elle prépare à partir de 2h. Je salue Laurence, qui est une vraie amie. Il y a des Madame Touy, qui est tête de liste parti animaliste aux élections européennes. Est-ce que c'est un sujet, par exemple, qui sera dans votre... Alors, là, je vous parle avec ma casquette d'avocate. Oui. Je suis avocate également et j'interviens beaucoup en droit de la famille. Donc, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, la question, effectivement, des difficultés pour les maires de faire exécuter des décisions. Et effectivement, le cas que vous avez expliqué, qui se retrouve le vendredi soir à ne pas voir le père arriver avec l'enfant et les enfants qui attendent le père et qui ne le voient pas. Exactement. Et ça, c'est important, effectivement, d'abord de faire des enfants. C'est une responsabilité, c'est une immense responsabilité qu'il faut assumer. Donc, cette mesure, et en tout cas cette volonté, elle doit être soutenue, à mon avis, elle va dans le bon sens. Par contre, je ne voudrais pas laisser dire qu'il n'y a que des pères qui abandonnent leurs enfants. Il y a aussi des difficultés, et je suis confrontée très régulièrement à ça, où des pères font tout pour voir leurs enfants. Évidemment. Et nous avons des difficultés au niveau judiciaire à avoir une équité des droits entre père et mère pour que les enfants puissent voir autant leur père que leur mère. Et souvent, dans ces contentieux familiaux, on oublie l'essentiel, c'est l'intérêt des enfants. Et donc, effectivement, c'est l'intérêt des enfants qui doit primer. C'est pour ça que la garde alternée n'est pas forcément une bonne chose pour les enfants. On pense une nouvelle fois aux parents. On intéresse. Ça dépend des cas. Il n'y a pas de ça dépend des cas. Ça dépend. Les psychologues sont assez. Oui, les psychologues, on les laisse sur ce dossier. Pour le voir dans la pratique, je le constate. Il y a des situations où ça fonctionne, des situations où ça ne fonctionne pas. C'est d'abord l'intérêt des enfants et c'est ça qui doit nous guider les décisions. Mais je pense que globalement, la garde alternée, ça fonctionne moins bien que. Ça dépend. Je ne suis pas d'accord. Par expérience, je ne suis pas d'accord. Bon. Deuxième passage. Fait les psychologues. J'ai rien contre les psychologues, j'ai rien contre personne en général, mais je fais attention, si vous voulez. J'entends les enfants, arriver quand ils sont élevés en garde alternée, quand tu les vois d'une semaine à l'autre se faire trimballer d'un appartement à l'autre. Quand un père n'a pas envie de voir ses enfants, généralement les enfants n'ont pas envie de voir leur père. Très vrai. Oh, c'est trop facile ça. Non mais ça c'est vrai. c'est pas bon. En tout cas, ça fait parler. Est-ce qu'on peut écouter une deuxième fois Emmanuel Macron? Vous voyez que ça fait parler. Ah oui, c'est un problème. Franchement, d'ailleurs Eugénie Bastier, je ne sais pas, elle est dans la nature, Eugénie, aujourd'hui. Elle doit venir et elle est un peu en retard. Je ne sais pas si Marine Lançon peut me donner des informations. Elle n'en a pas. Alors écoutons le président Macron une deuxième fois. J'ai eu une peine de réveil. Moi je suis sûr qu'il faut un père, une mère, il faut une famille aimante. Et après il y a des familles dans nos modèles. Mais il faut que, en effet, les parents exercent leurs responsabilités et les deux. Et je pense qu'il faut que, d'abord, on change culturellement dans la société et qu'on se dise, voilà, être père, parce que c'est jamais le cas pour les mères, mais être père, ça s'arrête pas au moment de la séparation du couple, et c'est un devoir. Et donc je pense que, y compris pour l'enfant, c'est mieux, oui. Parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné, c'est un enfant dont le développement affectif, éducatif, n'est pas le même. Et donc je pense que c'est une mesure fondamentale. Et après, évidemment, on protège aussi les enfants, les familles. Et ça, c'est un tout autre chantier. Bon, je pense que là aussi, il a raison. Alors, on était avec Sonia Jabri ce matin. C'est d'elle qu'est venue cette initiative, manifestement. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a donné en outre une interview à l'hebdomadaire Elle, donc qui sortira en kiosque ce mercredi. Écoutons cette jeune femme qui est mère avec 2 enfants, maman qui est intervenue. Comment ? Qui est une maman solo. Exactement. Et écoutons ce qu'elle a dit sur ce sujet. Concrètement, depuis des décennies, nous avons autorisé le parent. Alors, ce n'est pas un combat genré, ce n'est pas le papa méchant et la maman gentille, c'est le parent qui n'a pas la garde. Nous l'avons autorisé à se défausser, c'est-à-dire qu'au moment du divorce, le parent qui n'a pas la garde se dit, bon ben voilà, le week-end là, je suis censé récupérer mes enfants, mais pour X raisons, je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, et rien ne m'oblige à. Donc du coup, le lien parent-enfant se casse.
en toute impunité. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour la construction de l'enfant. C'est terrible pour le parent qui a la garde, qui ne peut pas se reconstruire ni avoir de temps de répit. Et c'est terrible pour nos enfants qui sont nos futurs adultes. Elle a parfaitement raison, cette dame. Complètement. Parfaitement raison. Elisabeth Badinter, en marge de cela, messieurs, encore un effort, et c'est faire un bébé aujourd'hui, c'est accepter une moindre rémunération tout en assumant les contraintes de la double journée, dit-elle, c'est supporter bien davantage que le père, le poids psychologique de la parentalité. Et puis elle a dit, je pense surtout que la maternité est devenue contraignante aujourd'hui, la double journée de travail des femmes continue à ne pas vraiment choquer. Je réclamais votre présence et vous êtes arrivée, chère Eugénie Bastier, depuis une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, Paris est bloqué pour le 8 mai et je suis partie de chez moi à 8h10. Oui. Je viens d'arriver. C'est vrai qu'alors Paris était bloqué. Le président chinois. Xi Jinping, c'était invraisemblable. Hein. Ah oui. Mais c'est un apéritif des Jeux Olympiques. Hein. C'est un apéritif. Ah non, mais là, tout était bloqué. D'ailleurs, ça va être pire au moment des JO. Ça pose vraiment un problème. La Mongie, il ferme tout. Bah oui. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment. Paris, on va devoir se déplacer avec des QR codes. Parce que prendre rendez-vous pour aller au restaurant. Non, les présidents aujourd'hui vivent dans de l'hypersécurité. Oui, c'est pas sérieux. C'est pas la même chose il y a 20 ans. Hein. C'est pas sérieux. Bien sûr. Puis, les gens sont. C'est ça, être déconnecté. Tu fermes pas Paris parce que tu as le président chinois qui est là. Mais le président chinois doit avoir ses propres exigences de sécurité. Le président du Covid, à mon avis, qui a joué. C'est-à-dire qu'on a tout bloqué en un claquement de doigts pendant le Covid. Maintenant, depuis, les gens ne pouvaient pas circuler dans Paris. Et à la Mongie, tu fermes toute la Mongie parce que le président chinois est là. Ça va. Et les JO qui a changé en 20 ans. Non mais les JO, c'est une fois tous les 100 ans. Les JO, on peut. Bon. Donnez-moi votre avis. Parce que, alors, je vais vous dire de quoi nous parlons. Le président de la République a donné une interview à elle sur combien les pères doivent être plus présents dans l'éducation des enfants, et c'est un devoir, dit-il. Il a dit, je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité, un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants, que le père soit un peu plus présent. Alors évidemment, M. Jamet dit c'est irréaliste, vous dites bon, mais il n'empêche qu'il sensibilise à une question qui me paraît une question sociétale qui est importante. Évidemment, il ne peut faire que du sociétal, le président de la République aujourd'hui, il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Mais il n'empêche, c'est intéressant. Oui, et d'ailleurs, après les émeutes de l'été dernier, c'était ce qu'il avait dit. Il avait parlé de l'absence des pères qui avait été soulignée par beaucoup d'observateurs. Et effectivement, quand on voit les familles monoparentales en France, c'est un véritable problème. 25% des familles sont monoparentales et c'est essentiellement que des femmes qui sont victimes de précarité. Donc effectivement, resensibiliser leurs pères à leurs devoirs et les responsabiliser, pourquoi pas ? Moi, je suis toujours méfiante d'une impulsion qui vient de l'État parce que j'ai le sentiment que la famille, normalement, ce n'est pas l'État de s'en mêler, ce n'est pas l'État d'avoir une injonction à la paternité, mais malheureusement, étant donné l'état de dislocation de la société, on en vient à l'État qui se substitue finalement aux familles et qui va créer une forme de paternité venue d'en haut. J'ai des doutes aussi sur l'efficacité parce que effectivement, une paternité obligatoire, on peut se dire que les pères qui vont se sentir obligés, peut-être qu'ils ne seront pas extrêmement motivés, voire même pourront être coupables de maltraitance envers leurs enfants. Il faut effectivement, non mais si jamais ils n'ont pas envie de s'occuper de leurs enfants et qu'on les force, on peut, voilà, mais effectivement, en tout cas, je trouve ça bien de mettre le projecteur sur ce problème de société, essayer de davantage responsabiliser les pères. Mais notons une autre chose, c'est qu'il y a quand même aussi un problème de la justice dans notre pays aujourd'hui, où effectivement, il y a beaucoup de pères aussi qui sont privés du droit de voir leurs enfants par la justice dans des situations. Moi, j'ai un cas personnel dans ma famille. J'ai un cas personnel dans ma famille, par exemple, d'un père qui n'a plus le droit de voir ses enfants parce que la mère a finalement imposé un discours qui a été approuvé par les juges, et il y a une justice aussi qui est très pro-femme, pro-mère, qui considère que le père, en cas de dispute, est le coupable. Et ça existe, il y a même des associations où des pères de famille n'ont plus le droit. Donc il y a un peu un double discours. D'un côté, on veut donner un droit de visite obligatoire, mais de l'autre, il y a des pères qui ont envie de voir leurs enfants et qui en sont privés aujourd'hui par la justice. Moi, je confirme en tant qu'avocate, je traite, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ces questions-là, et j'interviens souvent pour les pères, et j'ai effectivement ce genre de difficultés. Gide disait qu'on ne fait pas André Gide disait qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Faire de la politique avec des bons sentiments, c'est attendrissant, c'est ridicule. Il n'insufflera pas l'amour et la responsabilité aux pères qui ne sont ni amoureux ni responsables. Et au lieu de parler de ce devoir de visite, il ferait mieux de s'intéresser au paiement des pensions alimentaires. C'est matérialiste, c'est bête, etc. Non, mais vous avez raison. Énormément de pères ne payent pas la pension alimentaire et il n'y a aucun suivi, aucune sanction. Ça, ce serait
concret, ce serait intelligent. Dire aux pères, il faut que vous soyez des bons pères, c'est lunaire. Non, ça a changé. Je vous rejoins complètement sur les pensions alimentaires. Je vous remercie. Mais il y a une maladie masculine, quand même. Enfin, il y en a plus d'une. Le discours féministe nous fatigue parce qu'à toujours criminaliser les hommes, on est un peu lassé. Mais sur ce point, il y a une maladie masculine qui est quand même extrêmement répandue, qui est, comme vous le dites à juste titre, de ne pas payer les pensions alimentaires et puis de ne pas assumer ses responsabilités parentales. Parce que vous avez raison, mesdames, sur le fait que la justice, entre guillemets, favorise les mères, pour le dire vite. Mais quand même, beaucoup de pères fuient leurs responsabilités. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'à un moment donné, comme pour les pensions alimentaires, il faudrait des sanctions financières pour que ça soit autre chose que des bons sentiments et des bons discours. Vous avez des statistiques sur le nombre de... Sur moi, non, jamais. Non, est-ce qu'on sait le nombre de pères qui ne paient? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de suivi? Il y a des suivis quand même. Il y a l'ARIPA qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. C'est un mécanisme d'intermédiation qui a été mis en place l'année dernière, où effectivement les paiements de pensions alimentaires passent par ce mécanisme d'intermédiation, où effectivement c'est ce mécanisme qui est chargé de recouvrir les pensions, et c'est en train de commencer à faire ses preuves. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais ça marche. Je vous sens muet, vous êtes davantage muet sur ce sujet que sur Donnarumma. J'observe la décadence de cette époque où le président de la République doit rappeler aux pères leurs devoirs les plus élémentaires. J'observe encore un stade dans la décadence. Et voilà. Non mais si. Décadence. Pardonnez-moi, quand c'est du sommet de l'État que vient le rappel de choses aussi élémentaires, je dis qu'il y a quelque chose de pourri. Mais il y a un problème, c'est en réaction aux émeutes. Donc il va pas. Mais ce qui est pourri, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a un dérèglement général de la société, voilà. Mais il n'y a pas un dérèglement général de la société. Il y a une chose nouvelle qui s'est passée depuis les années 70, ça s'appelle le divorce. Absolument. Oui, mais enfin... Bon, avant, il n'y avait pas de divorce. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, les gens restaient ensemble. Oui, mais pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, divorce. D'accord. Bon, vous n'allez pas remettre en droit. On pourrait imaginer que le divorce ne soit pas remis en cause. Pourquoi pas pour l'intérêt des supérieurs de l'enfant. Les gens ne divorceraient pas, mais ils partiraient quand même. Donc ça n'a aucun sens. Simplement, quand vous êtes divorcé, vous restez un père. Que ça soit le président de la République qui doit vous dire attention, vous êtes encore un père malgré tout. Oui, mais vous caricaturez là. Pas du tout. Vous caricaturez. On rappelle aux gens des devoirs élémentaires dans ce domaine comme dans d'autres, alors que ça devrait être intégré quand même. En quelle année sommes-nous et dans quel pays? Le propos du président de la République suggère qu'il y a eu un jugement de divorce avec des domiciles connus et des parents qui sont prêts à reconnaître et à assumer les conséquences du jugement. Quand le père est père de plusieurs enfants avec plusieurs femmes et qu'il n'est pas localisable et qu'il n'est pas employé et qu'il n'y a pas de jugement de divorce et qu'il n'y a pas d'avocat, etc. Là, c'est encore autre chose. Eugénie Basquier. Non, juste pour revenir à ce que disait Elisabeth Badinter, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle sur la question de l'instinct maternel. Elle dit que l'instinct maternel n'existe pas. Moi je pense, et d'ailleurs certaines études l'ont prouvé, biologiques, qu'il existe un instinct maternel, mais il n'existe pas d'instinct paternel. D'ailleurs on le voit dans la nature, les femelles, entre guillemets, s'occupent spontanément des enfants et les pères dans la nature n'existent pas. Il n'y a pas de père chez les singes, ils partent tout de suite, il n'y a pas de sentiment de paternité. La paternité est une invention culturelle de l'homme, et je trouve d'ailleurs c'est une bonne invention, quelque part. Et je pense que c'est un processus civilisationnel, la paternité. Et moi je suis absolument favorable à ce que les hommes s'impliquent dans l'éducation des enfants, mais en tout cas c'est un processus humain, civilisationnel, et on voit que effectivement ça fait aussi à mon avis partie du processus de décivilisation que nous vivons, qui a une déconstruction. Le congé paternité a été rallongé par Emmanuel Macron. Oui, moi je suis assez favorable d'ailleurs au congé paternité, même si je pense qu'il ne peut absolument pas être égal à celui de la femme, parce qu'il y a un rôle différent au moment de la naissance, et même vous dites une chose qui est très juste, Elisabeth Badinter, ça fait 40 ans qu'elle dit que l'instinct maternel n'existe pas. Donc évidemment, elle ne peut pas dire le contraire aujourd'hui, elle a toute une part de sa réflexion là-dessus. Donc quand elle dit messieurs encore les efforts, moi aussi je pense au fond, mais j'ai aucune preuve, c'est empirique ce que je dis, c'est empirique ce que je dis, parce que quelle est la part de culture et de nature? C'est vrai que les femmes s'occupent plus de leur bébé, de leur enfant, mais est-ce naturel, est-ce culturel? Au fond, je n'en sais rien. Mais les deux sont hybridés chez l'homme. Bon, au fond, je n'en sais rien. C'est vrai quelque chose qui a changé. Mais en revanche, je m'aperçois que les mères, effectivement, s'occupent, ont un lien bien souvent différent avec les pères. Mais de toute façon, on ne doit pas se résoudre à la nature. Nous sommes humains, nous sommes des êtres. Votre génération ne prenait pas de congé paternité. Comment? Votre génération ne prenait pas de congé paternité? Si, on commençait à en prendre un peu. Moi, j'en ai pris quelques-uns. Non, mais vous avez été en congé paternité toute votre vie professionnelle, vous étiez fonctionnaire. Mais si vous voulez, dans la vraie vie... C'est lamentable. Moi, ça me laisse sans voix. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie? Dans la vraie vie, dans les années 90,
Lorsque on venait d'avoir un enfant, on passait à la clinique à 10h et à 13h, on travaillait. Et puis voilà. J'avais une question pour Eugénie. Pourquoi l'instinct paternel n'existe pas? Oui, c'est bizarre. Autant, je comprends que ça soit pas la même chose. C'est pas la même chose que l'instinct maternel, la relation, ok. Mais dire qu'il n'existe pas. En tout cas, je parle d'un point de vue strictement biologique et évolutionnel. Je ne parle pas d'un point de vue que. Je suis pas d'accord. Mais des études ont prouvé que la femme et la femelle chez les animaux a tout de suite un espèce d'instinct maternel vers l'enfant. Parce qu'elle l'a porté, tout simplement. Parce qu'elle l'allaite. Mais on est d'accord. Il y a un lien qui se crée qui est biologique. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de lien avec. Mais il y a un lien, mais un lien qui se construit, qui est davantage construit. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est moins fort, évidemment. Mais Eugénie a raison, la plupart des pères ne portent pas leur enfant pendant 9 mois. La plupart, oui. La plupart. Anissa est avec nous. Anissa. Bonjour Pascal. Alors bonjour chère Anissa. Alors aujourd'hui, figurez-vous que Monsieur Thomail est malade. Il a une angine blanche. Oui, il est cloué au lit. Il est, écoutez, il est piégeux au soleil de mai. Ça peut arriver et c'est vrai qu'on est tous un peu à la fois enrhumés ou allergiques. Quelque chose est dans l'air, comme je ne sais pas si c'est du pollen ou quoi que ce soit, et ça nous est tous tombé dessus. Mais pas à vous. Et c'est une bonne chose. Comment? Ça va, je vous vois pour l'instant. Moi, je suis venu, regardez, je suis venu avec mes petits mouchoirs. Anissa, merci. Et vous êtes à l'antenne sur Europe